Spécialiste de la vie sauvage, Jean du Plessis prend de la hauteur avec l'ascension du plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro. Allez, on y va! Les scientifiques avaient prédit une disparition rapide de ces fameux glaciers. 10 ans plus tard, ils sont toujours là. Il vient d'y avoir une avalanche là-haut. Mais la question est de savoir pour combien de temps encore. Il y en a un peu moins chaque année. Pour parvenir au sommet, Jean va devoir évoluer dans un air raréfié. Il n'y a presque rien qui puisse survivre à cette altitude. À l'extrémité sud du Serengeti s'étendent les vestiges d'un énorme volcan. Il y a plus de 2 millions d'années, une éruption majeure et probablement spectaculaire a vidé la chambre magmatique du volcan qui s'est alors effondrée. Cela a créé une immense caldeira de 20 km de diamètre. La zone environnante, recouverte d'une épaisse couche de cendres volcaniques, a donné naissance aux plaines luxuriantes du Serengeti dans la Tanzanie d'aujourd'hui. 160 km à l'ouest, un autre géant domine la savane du haut de ses 6000 mètres. Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique et la plus grande montagne isolée du monde. Le Kilimandjaro est un volcan. Les populations qui vivent à proximité le disent éteint, bien que les signes d'activité provenant du cratère tentent à prouver le contraire. Le Kilimandjaro est seulement endormi. Il attend tranquillement l'heure de sa prochaine éruption. Expert en faune sauvage et guide de safari, Jean du Plessis vit depuis 20 ans à l'ombre du Kilimandjaro sans jamais en avoir escaladé les pentes. Voilà qui est sur le point de changer. En Tanzanie, chaque année, des milliers de touristes se lancent à l'ascension du géant. Probablement attirés par les glaciers à son sommet, les fameuses neiges du Kilimandjaro. Il y a une dizaine d'années, des scientifiques ont prédit que le réchauffement climatique causerait leur fonte. Mais les glaciers sont toujours là. L'ascension de Jean a un but. Une fois au sommet, il pourra observer par lui-même les effets du changement climatique sur les glaciers et constater l'activité éventuelle de la chambre magmatique du volcan. Le guide de Jean pour cette ascension est Edward Seth, un vétéran du Kilimandjaro, actuellement au service d'une agence locale d'excursion. J'ai commencé à travailler avec cette compagnie comme porteur. Maintenant, je suis guide après avoir débuté comme assistant guide. À présent, je suis guide en chef. Il travaille pour Nature Discovery depuis 5 ans et il a gravi le sommet une bonne centaine de fois. Il existe 10 routes différentes pour atteindre le sommet du Kilimandjaro. Jean va emprunter la voie Umbwe. Elle est réputée pour être la plus difficile, à cause de sa forte pente qui occasionne un changement d'altitude rapide très éprouvant physiquement. L'ascension va durer 5 jours, ponctuée par 5 bivouacs, dont le dernier au bord du cratère, à 5730 mètres d'altitude. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que tous les porteurs sont en train de décharger le véhicule. Et derrière moi, vous voyez une balance. L'équipement va être pesé, sac par sac. Et ainsi, on pourra calculer le nombre de porteurs nécessaires à cette expédition. Les porteurs rassemblent le matériel dont ils vont avoir besoin durant la semaine. Pour Jean, c'est une première ascension en haute altitude et il a l'air surpris par l'envergure de l'expédition. Pour le moment, on en est à 21 porteurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces gens et de tout ce matériel? Oui, c'est incroyable. Oui. Il ne s'agit pas d'une simple promenade, si l'on en juge par l'équipement qui va nous suivre. On est loin du camping sauvage en montagne. Ils vont nous faire des petits plats. J'ai même l'impression qu'on va manger bio.
On vient de se mettre en marche par la voie Umbwe. Et apparemment, le secret pour gravir le Kilimandjaro, c'est de prendre son temps afin de s'acclimater progressivement au changement d'altitude. C'est une ascension assistée, c'est-à-dire que les porteurs ont toute la charge du matériel nécessaire à une expédition d'une semaine. Ce qui déleste les clients de tout poids, leur offrant ainsi la meilleure garantie de supporter l'altitude et d'atteindre le sommet. En raison du volume important de l'équipement et de la difficulté de l'itinéraire choisi, des porteurs ont été prévus dans le seul objectif d'assister les porteurs. L'expédition durera au total 7 jours. 5 jours pour l'ascension, 2 jours pour la descente. Il n'y a pas à proprement parler de journée facile dans une ascension comportant des changements d'altitude aussi rapides. L'étape du jour va les faire grimper à plus de 1200 mètres. Le Kilimandjaro comporte 5 zones climatiques différentes. C'est le maximum que l'on puisse traverser en un seul et unique point du globe. En partant de la savane qui entoure sa base, puis à travers une forêt vierge et des bruyères géantes. À 4000 mètres d'altitude, nouveau changement vers un désert alpin, pour enfin atteindre le sommet dans des conditions arctiques. Jean a passé sa première journée de marche à travers la forêt tropicale qui couvre le pied des versants de la montagne. Cette forêt vierge reçoit 1 ou 2 mètres d'eau chaque année en guise d'arrosage. Son abondante végétation dissimule une faune sauvage variée. Il s'agit d'avoir l'œil. Il y a des singes Sitka là-haut dans les arbres. Et aussi un groupe de colobes avec eux. Ce sont des singes que l'on trouve fréquemment dans ce type de forêt de montagne, tout particulièrement sur les flancs des volcans africains. Ils se nourrissent essentiellement de feuilles, de baies, enfin des végétaux que l'on peut trouver ici. La particularité des singes colobes, c'est qu'ils ne sont pourvus que de 4 doigts, de manière à rendre plus rapide leur déplacement à travers les branches, contrairement aux Sitka, qui ont des mains plus classiques de primates, proches des mains humaines. Ce qui est intéressant chez ces singes colobes, c'est que leurs bébés sont complètement blancs. Une théorie soutient que ces singes seraient maladroits, car ils n'ont pas de pouce, et ils laisseraient plus facilement tomber leurs petits. Mais en même temps, grâce à leur pelage blanc, ceux-ci sont aussi plus faciles à repérer sur un tapis végétal de couleur vert sombre. Vous voyez les singes Sitka, ils sont en train de se disperser. Vous entendez ces cris d'alarme très aigus, presque des cris d'oiseaux. Visiblement, ils ressentent notre présence comme une menace. Je pense que leurs prédateurs, d'habitude, sont plutôt des léopards. Mais leur ennemi numéro 1, c'est l'aigle couronné. Jean ne tarde pas à comprendre pourquoi, de toutes les routes qui mènent au sommet du Kilimandjaro, la voie Umbwe est considérée comme la plus éprouvante. Nous sommes sur le point d'atteindre notre premier campement. C'était, à ce qu'il paraît, la journée la plus dure de toutes. Ça grimpait pas mal. Au moins 7 heures sur une pente plutôt raide. Mais c'est le Kilimandjaro, non? Une partie des porteurs est déjà arrivée. Ils sont en train d'installer le bivouac. D'après Edward, cette route n'est pas leur préférée. Et je comprends tout à fait. Quand on voit tout ce qu'ils portent... Contrairement à ce que Jean peut penser, cette journée n'était pas la plus dure de toutes, seulement la plus longue. Désormais, chaque jour sera plus éprouvant que le précédent. Après 7 heures de marche, les voici arrivés au camp numéro 1, où ils passeront la nuit. Bravo, c'était courageux. Beau travail. Bienvenue. Merci. Première journée, c'est dans la boîte. On a couvert une bonne distance avant d'arriver jusqu'à ce magnifique campement dans la forêt. Il y a de la mousse et des lichens accrochés aux arbres. En fait, il ne fait pas si froid, c'est étonnant. Pendant que l'équipe installe le camp, c'est le bon moment pour une tasse de chai bien chaud. Jean Duplessis, un spécialiste de la faune sauvage, vient d'entreprendre l'ascension du Kilimandjaro.
Culminant à 6000 mètres au-dessus de la savane, il est le plus haut sommet d'Afrique. La pente est plutôt raide, mais c'est le Kilimandjaro, non? Jean gravit ce sommet pour la première fois. Il a pour guide un vétéran du Kilimandjaro, Edward Seth. D'après Edward, cette route n'est pas la préférée des porteurs. Alors que le soleil se lève, Jean se prépare à la dure journée qui s'annonce. C'est l'aube de la deuxième journée. Le temps est magnifique. Il y a du soleil, pas un nuage. La marche promet d'être fantastique. L'équipe que vous voyez en action derrière moi se prépare à lever le camp. Le programme sera court mais intense en direction du camp Barranco, que nous atteindrons dans environ 4 heures, d'après Edward. Mais la pente est très raide. Mais l'ascension réserve à Jean une autre épreuve de taille, l'accoutumance progressive à l'altitude. Le camp Barranco se trouve à 4000 mètres. Les porteurs ont fait le chemin des centaines de fois et peuvent tenir une cadence plus soutenue. Edward accompagnera Jean à un rythme plus lent afin que celui-ci puisse s'accoutumer au manque d'oxygène. L'avantage, c'est que Jean pourra prendre le temps de s'arrêter pour observer la diversité et la beauté de la nature environnante. L'itinéraire du jour les fera sortir de la forêt vierge pour pénétrer dans un autre des 5 écosystèmes du Kilimandjaro, la lande. Jean traverse une des extrémités de la forêt tropicale, qui ouvre un large champ d'exploration. Avec plus de 2 mètres de précipitations par an, la forêt ouvre un paysage d'une incroyable diversité. Il y a de la mousse et des lichens accrochés aux arbres, tout autour de nous. On appelle ça plus communément des barbes de vieillard. Tous les arbres en sont couverts ici. Et avec le brouillard, ça capture les fines gouttelettes d'eau. Ça les retient pour dispenser un arrosage goutte à goutte constant à la végétation tout au long de la journée. En raison du terrain en pente abrupte de cet itinéraire, les changements de décor sont très rapides. La canopée jusqu'alors épaisse de la forêt tropicale commence à s'éclaircir, permettant ainsi à une plus grande quantité de lumière de parvenir jusqu'au sol. Alors qu'il débouche sur la lande, des bruyères géantes s'élèvent au-dessus de l'épais tapis de mousse qui recouvre le sol. Cette mousse est l'habitat idéal pour certaines des créatures les plus petites qu'abritent ces montagnes. Je viens de trouver ce caméléon. C'est un jeune caméléon à cap. C'est intéressant. Il est foncé, d'une couleur bien plus foncée que celle des caméléons qu'on trouve à plus basse altitude. Et on comprend bien que c'est pour absorber un maximum de chaleur dans un climat plus froid. Ou alors, peut-être est-il en train de changer de couleur, tout simplement parce qu'il est en alerte depuis que je l'ai attrapé. Sa couleur fluctue du noir au jaune. Apparemment, le jaune doit l'aider à se camoufler plus facilement dans les bruyères. Allez, vas-y. La plupart des itinéraires vers le sommet du Kilimandjaro montent doucement à travers la forêt vierge et laissent les grimpeurs s'habituer très progressivement à l'altitude. La voie Umbwe est au contraire impitoyable. Sans pause ni répit dans son relief, elle n'épargne pas les grimpeurs. J'ai dit que la journée d'hier était la plus dure. Mais là, on n'arrête pas de grimper depuis le départ du camp ce matin. Et d'après notre guide, c'est le même régime jusqu'au prochain bivouac. Jusqu'à présent, l'épaisse canopée de la forêt tropicale leur cachait le sommet. Mais à mesure que le groupe progresse,
les bruyères disparaissent et Jean peut apercevoir le mont Kilimandjaro pour la première fois. Ils sortent à présent de la forêt tropicale et entrent dans un troisième écosystème, la lande. Jean connaît bien le Serengeti et sa faune sauvage, mais là, il est face à un tout nouveau paysage. On vient de sortir de la forêt et de déboucher dans cette lande. Et nous voilà immédiatement dans une forêt de sénessons géants. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ces plantes. C'est un peu comme marcher sur une autre planète. C'est le type d'arbre que l'on retrouve sur les pentes de tous les énormes volcans africains similaires, comme le mont Kenya, le Rwenzori, le mont Meru. Vous retrouverez toujours ces arbres à la même altitude. Les sénessons sont particulièrement bien adaptés au froid. Vous remarquerez que leurs tiges sont recouvertes de cils, qui font comme une fourrure protectrice. Mais la meilleure isolation thermique, c'est ça. La couche de feuilles mortes qui recouvre les troncs des sénessons et leur assure une protection contre le froid extrême. On trouve aussi sur la lande une large variété d'herbes et de fleurs spécifiquement adaptées. On trouve beaucoup de ces herbes alpestres. Et ces fleurs épaisses ont la texture du parchemin pour leur permettre de résister au vent et survivre au froid extrême, qui sont des conditions fréquentes sur ces pentes. Ils viennent de déboucher dans la vallée de Barranco, après 4 heures de marche. C'est là que le camp est établi pour la nuit. D'ici, ils auront un point de vue dégagé sur le sommet du Kilimandjaro. On vient d'atteindre le campement où nous passerons la nuit. C'était une magnifique marche, pas trop dure. En plus, il fait beau. Et vous voyez, 5-6 heures de marche, et on a changé complètement d'environnement. On vient du monde entier pour voir les neiges du Kilimandjaro, le sommet le plus haut d'Afrique. Il y a une dizaine d'années, les scientifiques ont prédit la disparition des glaciers à cause du changement climatique. Mais les fameux glaciers du Kilimandjaro sont toujours là. Jean Duplessis, spécialiste de la faune sauvage, et le guide Edward Seth ont entrepris de gravir le sommet. La pente est plutôt raide jusque-là. Une ascension de 5 jours dans le but d'observer le retrait des glaciers sur ces 10 dernières années. C'est le 2e jour de cette expédition d'une semaine et ils viennent d'arriver au campement de la vallée de Barranco à 4000 mètres d'altitude, d'où ils peuvent enfin avoir une vue dégagée sur le sommet du Kilimandjaro. On vient d'arriver au camp Barranco. Une vue imprenable sur le glacier Haro. On peut clairement discerner la route que nous emprunterons demain. Et je crois qu'on va passer les 2 premières heures dans les éboulis. Il vient d'y avoir une avalanche là-haut. Tout ce blanc là-haut, c'est essentiellement de la glace et des glaciers. C'est l'heure la plus chaude de la journée et les glaciers commencent à fondre. Il y a de l'eau à l'intérieur, ça commence à craquer. L'eau s'immisce jusqu'à la couche inférieure du glacier, la fend et la fait glisser vers la vallée. Au départ, j'ai cru que c'était le tonnerre, mais on voit bien la poussière de glace soulevée. Difficile de dire si ces mouvements sont le signe d'un retrait des glaciers. Jean espère avoir une meilleure vision du phénomène une fois arrivé au sommet.
Plus l'expédition progresse, plus Jean comprend pourquoi les porteurs sont si nombreux. Tout doit être transporté à dos d'homme, y compris la cuisine. Bonjour. Nous sommes dans la cuisine. C'est là que nous préparons le dîner. On cuisine au gaz. Vous savez, ici, dans le Kilimandjaro, nous n'avons pas le droit de faire de feu de bois. Les cuisiniers sont en train de préparer un sauté de bœuf avec une sauce à l'arachide. Il y a aussi une soupe d'épinards et une soupe de riz. Une nourriture délicieuse qui devrait nous réconforter. Eh bien, j'ai passé une très bonne nuit. J'ai bien dormi. Jean va bien aussi. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui. Et j'espère que ça va aller jusqu'au sommet. Je ne peux rien promettre pour l'altitude, mais je pense que ça ira. C'est le matin du 3e jour et l'équipe commence à lever le camp. La température grimpe rapidement. La journée va commencer avec une ascension plutôt raide, celle du mur de Barranco. Ça devrait durer environ 2 heures. Et quand je regarde le chemin, je vois bien que c'est vertical. Donc on va monter à la suite des porteurs, y compris ceux des autres camps. La voie Umbwe est particulièrement éprouvante pour les porteurs. Il y a tout au long du parcours des sections d'ascension plus techniques qui rendent difficile le transport des charges. Aujourd'hui, les porteurs doivent affronter le mur de Barranco. C'est une paroi quasi verticale le long des flancs de lave du Kilimandjaro. C'est à Barranco que la voie Umbwe rejoint l'une des autres routes, plus commerciales et fréquentées. Il y a de la circulation ici. Je ne comprends pas comment ces gars font pour transporter tout ça en se faufilant entre les crevasses. J'admire. Il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est de le faire en musique. Les grimpeurs doivent emprunter d'étroites corniches surplombant des rochers escarpés. Et les porteurs doivent prendre ce chemin lesté de lourds sacs de matériel. Chaque appui de main ou de pied requiert une grande précision. On n'a pas le droit à l'erreur. Une faute de placement et c'est la chute libre dans la vallée de Barranco. Je ne sais pas si une commission de sécurité approuverait, mais c'est une belle ascension. C'est une première sur le Kilimandjaro pour Jean. Et il se débrouille plutôt bien. Nous sommes arrivés aux 3/4 du mur de Barranco, à 4000 mètres d'altitude. Une incroyable progression, presque verticale, le long de cette paroi. Certainement une des parties les plus abruptes du parcours jusqu'à maintenant. J'ai utilisé mes mains et mes pieds, pas tout à fait la bonne technique, mais presque. Derrière moi, la vallée de Barranco, cette incroyable vallée glaciaire. Il y a à peu près 100 ans, elle devait être recouverte d'une couche de glace d'au moins 30 mètres d'épaisseur. Alors qu'aujourd'hui, il faut monter plus haut pour trouver le début des glaciers. À une époque, la limite des glaciers se trouvait au-dessous de 4500 mètres. De nos jours, il est difficile de déterminer si le recul des glaciers est un phénomène naturel ou s'il est causé par l'activité humaine et le changement climatique. L'objectif du jour n'est pas de gagner de l'altitude, mais plutôt de s'acclimater à celle-ci. Au sommet du Kilimandjaro,
le corps humain ne bénéficie que de 50% de l'apport d'oxygène dont il bénéficie au niveau de la mer. Ce qui signifie qu'il doit travailler 2 fois plus. Pour s'adapter à un air raréfié, le corps doit produire plus de globules blancs et ainsi augmenter la quantité d'oxygène présent dans le sang. Ils se trouvent maintenant dans la vallée de Karanga, où ils vont relever leur dernier défi avant de parvenir au camp numéro 3. Nous voici dans la vallée de Karanga. Et c'est notre dernier obstacle avant de parvenir au camp. C'est une ascension très raide, mais c'est la fin de la journée, donc on va pouvoir entamer le processus d'acclimatation jusqu'à demain soir. Nous serons toujours à la même altitude, ce qui nous laisse le temps d'être prêts pour le camp cratère. Jean est un guide de trekking chevronné et il met un point d'honneur à se maintenir à une distance de marche aussi courte que possible des porteurs. Mais aujourd'hui, en dépit de tous ses efforts, les effets de l'altitude se font sentir et il ralentit. Les porteurs ont déjà installé le campement. Jean Duplessis, expert de la faune sauvage, a vécu plus de 20 ans à l'ombre du mont Kilimandjaro avant de l'escalader aujourd'hui pour la première fois. Guidé par Edward VII, Jean veut examiner les effets du changement climatique sur les fameux glaciers de cette montagne. Au 4e jour d'une éprouvante expédition, Jean a atteint une altitude de 4500 mètres. Il se trouve à présent à 24 heures du sommet. À partir de maintenant, chaque progression dans l'altitude augmente le risque d'éprouver le mal des montagnes. L'exigence physique de cette ascension est telle que la plupart des grimpeurs louent les services d'un guide expérimenté et de porteurs qualifiés pour assurer le travail de force. Edward est un gars incroyable. Il enchaîne une ascension après l'autre. Vous devez avoir une personnalité forte et stable pour prendre en charge des groupes, les guider en haute montagne dans des conditions extrêmes, avec les problèmes humains que ça comporte. En plus d'être en excellente forme physique, le guide doit être aussi votre psychologue, votre ami et votre motivateur là-haut. C'est magnifique de voir ces guides de montagne tanzaniens qui savent être tout ça à la fois, en mettant de côté leurs propres besoins et en canalisant toute leur énergie au profit de leurs clients, tout en s'assurant qu'ils atteignent le sommet en goûtant chaque moment. Edward est le meilleur exemple possible du guide, paré de toutes les qualités. Les porteurs charrient à dos d'homme l'équipement de l'expédition, installent les camps, préparent les repas. Un métier exigeant dans un environnement incroyablement hostile. Allez, pesons ça. Bon, on va voir combien ça pèse tout ça. Si c'est pas trop lourd. 20 piles. Oui, voilà 20 kilos. C'est un poids incroyable à trimballer jusqu'en haut du Kilimandjaro. En plus de crapahuter sur un terrain accidenté, vous évoluez dans un air raréfié. Pour moi, c'est déjà fatigant rien que de marcher dans ces conditions. Je n'ose pas imaginer ce que c'est pour un porteur de soutenir 20 kilos sur la tête ou la nuque, sans compter leurs affaires personnelles. C'est énorme tout ça. Alors, pour comprendre un peu mieux, je vais essayer de porter ça un moment. Essayons ça. Allez, essayons. Prêt? C'est parti. Chaque porteur effectue entre 1 et 3 ascensions par mois. Exercer le métier de porteur est l'étape nécessaire pour devenir guide de montagne comme Edward. Après avoir fait 200 mètres à cette altitude, Jean est en difficulté. C'était pas de la blague. C'est extrêmement dur de porter un truc aussi lourd dans une position aussi inconfortable, que ce soit sur la tête ou la nuque
en gravissant une pente et sans oxygène. Il faut rendre hommage à ces porteurs qui assurent le transit d'aussi lourdes charges jusqu'au sommet. Ici, tous les guides ont commencé comme porteurs. Et il semblerait qu'il faille en passer par cette initiation si on veut gravir cette montagne. Zaina, 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 mtoto wa mama, Zaina, anapenda kitu, Zaina, Zaina, yo 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 yo, Zaina, 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 wageni, wageni, wanapenda nguvu, Zaina, ya kupanda huku, Zaina, oh 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 oh, Zaina, oh 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 oh, Zaina, Zaina, Zaina. C'est là que l'expérience du guide est essentielle. C'est la première ascension à cette hauteur pour Jean, et Edward ne le lâche pas des yeux, attentif au moindre signe du mal de l'altitude. Le mal de l'altitude est un trouble grave qui peut affecter n'importe quel grimpeur, quelle que soit sa condition physique. Il peut entraîner un œdème pulmonaire ou cérébral, potentiellement fatal dans les deux cas. Les signes avant-coureurs vont de la nausée à la confusion mentale. Si Jean manifestait un de ces signes, il devrait interrompre l'ascension. Le seul remède est un retour rapide à une plus basse altitude. Nous arrivons au dernier campement avant d'attaquer le sommet demain matin. Nous nous trouvons à 4600 mètres et je suis très nettement à bout de souffle. La montée jusqu'au camp était raide. Il y a eu peu de végétation autour de nous. Je crois que rien ne pousse ici. Nous allons donc passer l'après-midi à cette altitude pour nous acclimater et nous préparer pour demain. C'est à cette altitude que le professionnalisme d'un guide de trekking peut faire la différence. L'un des porteurs est en charge d'un kit médical d'urgence complet. Nous avons une chambre hyperbare. Même fonction que l'oxygène. On peut utiliser l'un ou l'autre. Dans le cas où quelqu'un souffrirait du mal de l'altitude et présenterait un œdème pulmonaire ou cérébral. Et vous le transportez là-dedans? Oui, absolument. Nous nous trouvons à présent à 4600 mètres d'altitude. Et demain matin, nous serons un peu au-dessous de 6000 mètres. C'est une incroyable ascension. On dit souvent que le Kilimandjaro n'est pas une montagne dangereuse, ce qui est totalement faux. Elle est extrêmement dangereuse. Et demain est la journée de tous les dangers. Le mal de l'altitude frappe sans prévenir. Quelle que soit votre condition physique, elle frappe sans discernement. Et je ne sais vraiment pas comment je vais moi-même réagir à cette altitude. Donc c'est rassurant de savoir qu'on a cet équipement avec nous. C'est à 5000 mètres d'altitude que débute la zone alpine du Kilimandjaro. Le contraste avec la forêt verdoyante où a débuté l'expédition est saisissant. Pourtant, même en ces terres désolées, si hostiles aux humains, il existe une vie sauvage. L'espèce d'oiseau la plus commune à cette altitude est le corbeau à nuque blanche. Il y en a partout, et il n'est pas fréquent de les rencontrer en groupe aussi grand. Généralement, on les trouve en couple, et ils restent en couple tout au long de la saison de reproduction. Ces roches abruptes, cet environnement hostile sont l'endroit idéal où construire un nid pour ces corbeaux. Ils trouvent un recoin bien à l'abri et à l'aide de brindilles, d'herbes et d'autres végétaux, ils bâtissent un nid douillet pour déposer leurs œufs. Ce qui explique la présence de ces corbeaux en grand nombre autour des campements, c'est que ce sont des charognards. Ils ne se nourrissent pas seulement de lézards et de petits rongeurs, mais également de carcasses d'animaux. Apparemment, leur source principale de nourriture semble être les restes abandonnés par les randonneurs. Désormais, à moins d'une journée de marche du sommet du Kilimandjaro, Jean songe à faire un détour par le cratère volcanique pour observer les fumerolles. Les fumerolles sont ces dégagements de gaz volcanique qui indiquent que la montagne abrite toujours une chambre magmatique active, juste au-dessous du sommet. L'ascension de Jean a été rapide, seulement 4 jours, et déjà les effets de l'altitude sont vraiment prononcés. À partir de maintenant,
l'ascension devient un jeu mental. Jean sait que demain, chaque pas le fera monter d'un cran en altitude, et la progression promet d'être difficile. C'est très haut, et je n'étais jamais monté aussi haut, d'accord? Il s'en est bien sorti jusqu'à présent, mais rien ne garantit que ce sera toujours le cas. On va mesurer la fréquence cardiaque, d'accord? Elle est de 80 pulsations par minute. Oui, 80. C'est très bien. 79, ça monte à 80. D'accord, 80, c'est bon. Le froid est un autre stress physique pour Jean. Ce Sud-Africain n'est pas vraiment habitué à des températures aussi basses que moins 20 degrés. Nous lèverons le camp aux alentours de 6 heures. On vient d'assister à un superbe coucher de soleil. Il a disparu derrière le Kilimandjaro, au milieu de tout ce brouillard. C'est vraiment une vue spectaculaire. Toute la journée, on a pensé qu'on ne verrait pas la montagne, tellement c'était brumeux depuis 11 heures ce matin. Mais si, finalement. C'est incroyable. Je suis assis là à contempler mon supplice de demain. Le mont Kilimandjaro culmine à 6000 mètres. C'est le plus haut sommet d'Afrique. Jean Duplessis, expert de la faune sauvage et guide de safari, est sur le point d'y accomplir sa première ascension. Il désire constater de ses propres yeux de quelle manière le réchauffement climatique affecte les fameux glaciers qui couvrent le sommet du Kilimandjaro. Il espère pouvoir pousser jusqu'au cratère volcanique afin d'y déceler la présence éventuelle d'une chambre magmatique active. Jean est accompagné par Edward Seth, un guide chevronné. Dans cette atmosphère pauvre en oxygène, Edward surveille chez Jean de possibles manifestations du mal des montagnes, car celui-ci peut être fatal. Bon, alors tout le monde est debout. Il fait très froid et le soleil est sur le point de se lever. Nous allons nous mettre en marche. Nous devrions atteindre le sommet d'ici 3 ou 4 heures. C'est magnifique là-haut. On peut voir le soleil caresser le sommet. Oui, ça va être une belle journée. Je suis impatient. Au 5e jour de l'expédition, les conditions sont idéales. Le temps est froid mais sec. Il y a beaucoup à faire au sommet. Un rythme soutenu s'impose. Il a été décidé de faire un détour par le cratère du sommet à la recherche de fumerolles. Un petit crochet qui devrait rallonger leur journée de 4 bonnes heures. Une bonne raison de ne pas s'attarder en chemin. On a marché toute la journée sur une ancienne coulée de lave. Ce qui est intéressant quand on gravit cette montagne, c'est de voir comment les coulées de lave ont façonné le volcan au fil des siècles. Et ça m'impressionne toujours d'imaginer qu'à un moment donné, il était au niveau 0 et que durant des millénaires, ces diverses éruptions et les millions de tonnes de lave qu'elles ont rejetées ont construit patiemment ce stratovolcan jusqu'à atteindre les dimensions du Kilimandjaro d'aujourd'hui. On devrait être à mi-chemin. Apparemment, on est plutôt aux 3/4. On tient un rythme assez soutenu. C'est bien. Après 4 heures d'ascension, Jean approche du bord du cratère. Ce n'est pas encore tout à fait le sommet, mais c'est au moins la fin de la partie la plus dure de l'expédition. Le sommet n'est plus désormais qu'à 45 minutes.
Et c'est maintenant au point Stella que se décide leur échappée en direction du cratère. L'arrivée au point Stella est très impressionnante. C'est une marche en pente assez raide. Avant d'y parvenir, vous débouchez là par un flanc du Kilimandjaro. Et soudain, vous faites face à l'immense cratère. C'est une ascension très dure, surtout dans ces terres raréfiées. On a fait bonne route jusqu'en haut. Et on a commencé à voir de la neige et de la glace, seulement 1 heure avant d'arriver au point Stella. J'ai trouvé ça magnifique. Ces couches de glace qui glissent sur les pentes. Le cratère avec ses glaciers, c'est vraiment beau. C'est une vue magnifique. Le sommet du Kilimandjaro n'est pas un sommet traditionnel. C'est un cratère ouvert de plusieurs kilomètres de diamètre, contenant un autre cratère en son centre. La croyance populaire l'a longtemps considéré éteint, mais de récentes explorations ont révélé des fumerolles actives près du cratère. Jean et Edward avaient décidé de faire un détour par le cratère volcanique du Kilimandjaro pour tenter de détecter une éventuelle preuve d'activité. Mais si loin au-dessus du niveau de la mer, le corps doit travailler 2 fois plus que d'ordinaire, et ce pour compenser le manque d'oxygène. Jean a pris conscience de ses limites. Il n'est plus très sûr de pouvoir supporter l'aller-retour de 4 heures vers le cratère et ensuite le trajet jusqu'au sommet. Après bientôt 1 semaine d'ascension, le moment est venu pour Jean de faire un choix. À notre arrivée au point Stella, j'ai dû prendre une décision. J'ai choisi d'attendre et de conserver plutôt mon énergie pour parvenir jusqu'au sommet. Jean restera avec le guide assistant, pendant qu'Edward, qui est plus habitué à ces conditions, ira explorer le cratère tout seul. Jusqu'à maintenant, le temps était clément. Mais voici qu'en l'espace d'une demi-heure, une tempête de glace s'est formée, prenant Edward au piège. Les tempêtes du Kilimandjaro peuvent prendre fin aussi vite qu'elles ont commencé. Edward poursuit donc sa route en direction du cratère. C'était une très mauvaise tempête, à tel point qu'on ne voyait même plus d'un bord à l'autre du cratère. J'ai rarement vu un temps pareil. Et c'est à cause de cette tempête que j'ai dû retourner au point Stella pour rejoindre Jean. J'ai plutôt bien fait de ne pas aller voir le cratère, parce qu'Edward a été pris dans une gigantesque tempête de glace là-bas. Et il ne pouvait voir qu'à quelques mètres devant lui. Donc, il n'a pas vu grand-chose du cratère, lui non plus. Ça montre le climat extrême de cette montagne. Étant la plus haute montagne isolée du monde, elle est exposée à tous les éléments sans la protection d'une chaîne montagneuse pour bloquer le vent qui arrive de l'océan Indien. Au contraire, ces vents balaient la montagne et le temps peut changer littéralement en quelques minutes. Il peut arriver qu'il tombe soudain des trompes d'eau, alors qu'à moins d'1 kilomètre de là, on est encore au sec. C'est le 5e jour d'expédition sur le mont Kilimandjaro. Et Edward VII, le guide de montagne en chef, vient d'abandonner l'exploration du cratère volcanique en raison d'une soudaine et terrible tempête. Il est à présent de retour auprès de Jean et le temps s'est éclairci. Le petit groupe va explorer les glaciers du Kilimandjaro avant de pousser jusqu'au sommet. Je suis à présent arrivé sur le pourtour, en direction du pic Uhuru. Et vous pouvez voir derrière moi une partie des fameuses neiges du Kilimandjaro. Ce sont ces glaciers qui, malheureusement, rétrécissent un peu plus chaque année. Comme Edward le dit lui-même, l'année dernière encore, la neige et la glace s'étendaient bien plus bas sur les pentes du Kilimandjaro. Ce matin, on a commencé à marcher de bonne heure. Mais c'est seulement arrivé au point Stella qu'on a vu la première glace.
Aujourd'hui, elle a déjà reculé de plus de 500 mètres et se retire de manière évidente un peu plus chaque année. La masse neigeuse réduit et le glacier devrait rétrécir encore plus rapidement. À l'intérieur du cratère, les glaciers ont presque complètement disparu. D'ici 10 ou 20 ans, il n'en restera plus rien. Bien que des scientifiques se soient trompés de 10 ou 20 ans en annonçant leur disparition, il est clair à présent que les jours des fameuses neiges du Kilimandjaro sont comptés. Jean et Edward partent en direction du sommet. Et voilà. Nous ne sommes plus qu'à quelques pas du toit de l'Afrique. Après seulement 5 jours d'ascension, Jean est arrivé au sommet du Kilimandjaro. La vue depuis le sommet du Kilimandjaro montre clairement à quoi pouvait ressembler le Serengeti il y a quelques 2 millions d'années. Des plaines se sont étendues sur les cendres du Ngorongoro après l'immense éruption qui le détruisit. Mais il donna naissance à un paysage fertile qui abrite la vie depuis des millions d'années. Il est possible qu'un jour le Kilimandjaro se mette de nouveau à rugir, annonçant une éruption majeure propre à le détruire, creusant du même coup un nouveau cratère comme celui du Ngorongoro et qui engendrerait comme lui un nouvel écosystème. Le Kilimandjaro a été pour moi une expérience superbe. Après avoir vécu en Tanzanie pendant toutes ces années, le faire maintenant pour la première fois, c'était un spectacle époustouflant. Incroyablement beau. Traverser cette forêt, voir la végétation changer avec l'altitude, s'approcher de ces glaciers et contempler leur splendeur. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est une certitude. Zaina, 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 mtoto wa mama, anapenda kitu. Yo, 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 yo. Zaina, Zaina, wageni, wageni, wanapenda nguvu ya kupanda huku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zaina, Zaina.